avec du matériau poétique sur le thème de d'Orphée, du mythe d'Orphée, quoi, et d'Eurydice aussi un petit peu. Et ça m'est un peu familier, mais sans l'être vraiment. C'est-à-dire que moi j'ai eu la chance de faire connaissance avec le mythe grâce à Antoine Vitesse, qui au début des années 80 avait monté l'Orfeo de Monteverdi, et où il avait eu le bon goût de m'engager au dernier moment pour faire du mouvement, quoi. Parce qu'il trouvait que les chanteurs lyriques, à l'époque, maintenant ils ont fait des progrès énormes dans ce sens-là, ils sont très très déliés, mais à l'époque il fallait qu'ils se mettent en place et qu'ils chantent. Et donc, genre 10 jours avant la première, Antoine Vitesse s'était rendu compte que ça bougeait pas assez, quoi. Donc il recherchait quelqu'un pour faire du mouvement et suivre le personnage d'Orphée pendant tout le parcours, et il s'est tombé sur moi. Et c'était charmant, ça s'appelait l'esprit de la danse sur le programme. Voilà, c'était un rôle muet au milieu des chanteurs, c'était le paradis, quoi. C'était pas très difficile pour moi à faire, c'était très jubilatoire, quoi, de participer à ça. Donc voilà, donc j'ai un peu abordé à cette époque-là. Merde, j'ai perdu mon HF, bordel. Pardon, excusez-moi. J'ai abordé le mythe d'Orphée et à ce moment-là, donc là effectivement, on m'a donné un peu de matériel. D'autre part, il y a des choses que non, et puis j'en ai amené moi aussi. Et vous inquiétez pas, je vais pas tout lire. Je vais pas tout lire. Mais il se trouve que je reviens de Nîmes où j'étais en train de jouer un spectacle qui n'a rien à voir, quoi. Pas exactement à voir, quoi. C'est Othello de Shakespeare. Et donc je suis rentré chez moi, je me dis, bon, comment, par où aborder le truc. Donc j'ai regardé un peu le matériel que j'avais. Puis en fait, plus je regardais les choses officielles de Virgile, des écrits sérieux, et plus ça m'envoyait à d'autres poèmes et d'autres poèmes et d'autres poèmes et d'autres auteurs tous azimuts. Et c'est-à-dire, je me suis rendu compte à quel point l'histoire d'Orphée, qui contient quand même 3 thèmes pour moi qui se répercutent dans la poésie à toutes les époques. C'est la passion amoureuse, la séparation et la folie. Et ce truc, cette chose qui est innommable, et puis ce truc qui est très énigmatique pour moi, qui m'a toujours impressionné, et même que j'ai essayé de pratiquer ou de ne pas pratiquer dans la vie courante, cette fameuse posture, ce mouvement du retournement fatidique, que je trouve très très inquiétant et très préoccupant. Et je me souviens qu'à l'époque, Antoine Vitesse en avait disserté un peu là-dessus, avait disserté sur ce sujet, quoi. C'était interrogé parce qu'on n'a pas de solution, quoi. On n'a pas vraiment de solution. Et il y a une grande grande menace dans le retournement. Et cette histoire du retournement, pour moi, il se répercute dans d'autres histoires. Et pas une, j'ai commencé par la fin, une que je connais très très bien. Parce que j'ai été baigné là-dedans, qui est de la poésie musicale aussi. C'est l'histoire du soldat de Stravinsky et Ramuse, où il raconte l'histoire de ce soldat qui tire, après avoir été embobiné par le diable, qui se libère à l'aide de son violon. Donc ça a à voir avec le mythe d'Orphée. Et finalement, qui échange son violon, qui se fait embobiner par le diable, qui échange son violon contre un livre qui est censé dire l'avenir, donc il met au-dessus du reste de l'humanité. Et en fait, en même temps, il se rend compte qu'il n'a pas le bonheur avec ça. Et finalement, il balance le livre, il le déchire, il essaye de s'affranchir de la tutelle du diable. Il arrive dans un royaume où il apprend qu'il y a une princesse qui est en état de catalepsie totale. Et que, forcément, comme dans les contes, le roi donnera la princesse à celui qui la guérira. Et le soldat dit... je résume vite, parce que moi j'aime beaucoup le truc, je connais par cœur, mais... Et en fait, le soldat a réussi à rechoper son violon au diable en le saoulant, en jouant avec lui, en se débarrassant de son argent, et il réveille la princesse. Et le diable, avant de partir, il lui lâche une malédiction qui dit il ne faut pas aller plus loin qu'il n'est permis, sinon madame sera obligée de se remettre au lit. Et quant au prince son époux, qu'il sache qu'à présent ma patience est à bout, on les mêlera droit en bas, et tout vivant il retira.
Et ce qui va se passer, parce qu'à un moment donné, il y a ça qui apparaît en filigrane dans le texte de Ramus, c'est on n'a pas le droit de tout avoir, c'est défendu. Un bonheur est tout le bonheur. Deux, c'est comme s'il n'existait plus. Le trop beau n'est même plus beau, qui veut plus qu'un n'a que zéro. Vous voyez comme ça retentit. Et effectivement, c'est ce qui se passe, hein, comme dans toutes les tragédies, quoi. Il y a un moment donné, ça baigne entre le soldat et la princesse, et puis elle lui dit, mais si on retournait dans ton patelin où tu habitais, qu'on allait voir ta vie d'avant. Et l'autre, il dit, mais non, mais c'est défendu. Il dit, allez, on fera ça en loose day, personne ne nous repérera. Et donc, il y a le soldat, pour faire plaisir à la princesse, qui finit par dire, bon, d'accord. Et puis, en fait, il y a cette image de la fin, que je n'ai pas apportée là, mais c'est pas grave, de la fin de cette œuvre. C'est-à-dire, on voit le soldat et la princesse qui sont sur le chemin, on voit déjà les fumées des cheminées du village, et il y a la princesse qui est restée un petit peu en arrière. Et le soldat, à un moment donné, il se retourne pour lui dire « Ah, viens, on est arrivé ». Et à ce moment-là, dans ce même retournement qui existe dans le mythe d'Orphée, c'est pas que la princesse disparaît, c'est le soldat. Il y a le diable qui tombe entre la princesse et le soldat à cause de ce retournement et qui reprend son violon et qui l'emmène aux enfers, quoi, sur une marche triomphale. Voilà. Alors après, effectivement, pour moi, ça parle de... ça m'a évoqué forcément la passion amoureuse, la nostalgie d'un paradis perdu de l'enfance. Et il y a un poète qui peut paraître loin de ça, mais moi qui résonne bien, quoi, même s'il est réputé hermétique, que j'ai envie de commencer par ça. C'est un poème de Mallarmé qui s'appelle Prose, et qui dit justement hyperbole de ma mémoire. Ben justement, triomphalement ne sais-tu te lever aujourd'hui, grimoire, dans un livre de fer vêtu, car j'entasse par la science l'hymne des cœurs spirituels en l'œuvre de ma patience, atlas, herbiers et rituels. Nous promenions notre visage, nous fûmes deux, je le maintiens, sur maints charmes de paysage, ô sœur, y comparant les tiens. L'air d'autorité se trouble, lorsque sans nul motif on dit de ce midi que notre double inconscience approfondit, que sol des sentiris son site, ils savent s'il a bien été, ne porte pas de nom que cite l'or de la trompette d'été. Or, sur une île que l'air charge de vue et non de vision, toute fleur s'étalait plus large sans que nous en devisions, telle, immense, que chacune ordinairement se para d'un lucide contour, lacune qui des jardins la sépara. Gloire du long désir, idée, tout en moi s'exaltait de voir la famille des iridés surgir à ce nouveau devoir. Mais cette sœur, censée et tendre, ne porta son regard plus loin que sourire, et comme à l'entendre, j'occupe mon antique soin. Oh, sache l'esprit de litige, à cette heure où nous nous taisons, que délices multiples la tige grandissait trop pour nos raisons, et non, comme pleure la rive, quand son flot monotonement, à vouloir que l'ampleur arrive, parmi mon jeune étonnement, d'ouïr tout le ciel et la carte, attester sans fin sur mes pas, par le flot même qui s'écarte, que ce pays n'exista pas. L'enfant abdique son extase, et docte déjà par chemin, elle dit le mot anastase, né pour d'éternel parchemin, avant qu'un sépulcre ne rit
sous aucun climat son aïeul, de porter ce nom Poulkéry, caché par le trop grand glaïeul. Pardon. Eh non, je vous en prie, j'ai pas fini. Et ça, je le sais par cœur. Donc, ça a à voir avec, voilà, à quelque chose de perdu. Donc, forcément, ça me fait venir à aller voir, après Mallarmé, à ce que raconte à un moment donné, c'est une phrase qui m'est revenue hier en cherchant des textes. Quelqu'un que je connais depuis longtemps, c'est André de Richaud, qui est un poète très solaire et ténébreux en même temps. Et il avait cette phrase qui me trottait dans la tête, effectivement. À un moment donné, dans un livre, le premier qui m'est tombé sous la main il y a 30 ans de ça, qui s'appelle La Confession publique, où il parle d'amour, il parle de sa vie en poésie. Et à un moment donné, il y a cette phrase que j'ai retrouvée, il dit « Un matin, au sommet de ses 30 ans, on sent un regard qui vous glace la nuque. Un regard venu de cette période aveuglante parce que trop claire de l'enfance. On sait qu'on perdra Eurydice, et on sait aussi qu'il faut perdre Eurydice. Par bravade, au lieu de se préparer à l'affreux miracle, on se retourne brusquement. Et alors on sent que l'on n'est plus qu'une statue faite de larmes et de sang séché. Qu'importe alors les cataclysmes extérieurs, si moi, je suis le siège d'une défaite aussi douloureuse. Oui, la figure que vous me connaissiez n'était qu'un masque. Moi-même, je n'en savais rien. J'en étais si ridiculement fier, et voilà qu'il s'est détaché. Et alors, excusez-moi, je vais sauter forcément du coq à l'âne. Parce qu'à un moment donné, cette perte et ce truc qui est voulu ou qui n'est pas voulu, forcément, ça m'amène à penser à un poème aussi que je trouve grandiose, qui a juste le tort de ne pas avoir été, quoi. Le dommage pour moi, c'est qu'il était écrit en anglais. C'est un poème de Samuel Taylor Coleridge. Et moi qui me... Si vous voulez, ça s'appelle pour moi effectivement la voix des poètes. Il me semble que c'est le thème du Printemps des poètes cette année. Ça me parle parce que c'est des voix et c'est des échos et ça circule. Et en fait, j'ai été fasciné très tôt, quoi, à un moment donné, par ce poème, parce que ça parle du geste fatidique qui entraîne, là, dans l'histoire d'Eurydice, si vous voulez, il s'agit d'un serpent. Hein? J'ai quand même vous résumer la situation. D'après Virgile, je vais revenir un peu aux origines avant d'aller plus loin. Dans Virgile, il est dit ceci. À ces mots, le devin, concentrant ses forces, lança des regards pleins de lueur d'une lumière glauque et faisant bruyamment grincer ses dents, il ouvrit la bouche pour dire cet oracle. Ce n'est pas une divinité négligeable qui te poursuit, de sa colère est grave, et la faute que tu expies. Orphée, plongé dans un malheur qu'il n'a pas mérité, déclenche contre toi, à moins que les destins ne s'y opposent, la punition que tu vis aujourd'hui, et c'est la perte de son épouse qui déchaîne sa cruauté. Oui, un jour qu'elle cherchait à t'échapper en courant le long du fleuve, la jeune femme, elle allait en mourir, ne vit pas, sous ses pieds, dans l'herbe haute, le serpent monstrueux qui gardait ses rives. Alors le cœur des dryades, ses compagnes, empli de ses cris, le sommet des montagnes, on entendit pleurer les hauteurs du Rhodope, les cimes du Pangée, et la terre de Rhésus, chère à Mars, et les Gètes, et l'Èbre, et Eurytie, fille d'Actée. Lui, cherchant à apaiser sur sa lyre creuse les souffrances de son amour, il te chantait, toi, sa douce épouse. Il te chantait seul sur la rive déserte. Il te chantait quand venait le jour, quand s'en allait le jour. Donc voilà, ça commence mal comme ça, quoi. Et donc, forcément, c'est le coup du destin. Mais il y a cette... pour moi, ça retentit effectivement dans ce
ce long poème de Coleridge, parce que le dit du vieux marin, parce que curieusement, aussi, c'est aussi pour moi un écho, ça parle d'une navigation maudite, ça parle aussi d'une sorte de marin qui est obligé, qui a perdu le bonheur, la possibilité du bonheur, et qui est condamné quand même à errer de pays en pays et à raconter son histoire. Et ça commence aussi par une noce. Donc pour moi, ça fait écho dramatiquement. Et curieusement, j'ai eu affaire à ce poème grâce à une pièce de théâtre un peu biscornue qui avait été montée par Dan Gemmett il y a quelques années, qui s'appelait William Burroughs, surpris en possession du dit du vieux marin de Samuel Taylor Coleridge, qui a un titre un peu costaud, quoi. Et où, en fait, ce texte de Coleridge était prétexte à une navigation d'artistes junkies new-yorkais, parmi lesquels donc William Burroughs, Katie Hacker, Basquiat et encore Johnny Saunders, un musicien des New York Dolls que j'ai eu la chance de connaître, un grand artiste, un grand junkie devant l'éternel. Et en fait, à un moment donné, effectivement, il y a cette pièce qui rentre en parallèle, quoi, en équation avec la manière dont est morte la femme de William Burroughs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un drame qui s'est passé dans sa vie, quoi. Pendant une soirée un peu très éthylique et très droguée, sans doute, il s'est amusé, peut-être que c'était coutumier, à jouer à Guillaume Tell en mettant un verre sur la tête de sa femme. Et ce soir-là, il a loupé, quoi. Il a loupé le verre, quoi. Un peu comme dans Skyfall, comment il joue, si vous avez vu le film. Mais enfin, je pense que ça n'a rien à voir, quoi, hein. Quoique. Et donc, ce texte, il y a eu plusieurs traductions. Il y a notamment une très belle traduction de Jacques Darras, que je voudrais signaler. Mais moi, je suis tombé sur quelque chose qui est plus qu'une traduction, qui est vraiment une adaptation d'un part d'un auteur que j'aime beaucoup, qui m'accompagne depuis longtemps, c'est Alfred Jarry, qui n'a pas que écrit Ubu Roi, qui n'est pas qu'un potache de génie, qui a écrit vraiment une œuvre considérable et des traductions. Et lui, il a tellement digéré cette histoire qu'il en a fait une adaptation. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est une chose assez longue et belle, mais bon, on va sortir du thème. Mais juste pour vous dire le départ, effectivement, il y a des questions d'une noce. 3 jeunes gens passaient, le vieux en arrête un. Par ton œil brillant et ta barbe grise, importun, à m'arrêter, qui t'autorise? Quand la porte du marié s'ouvre, je suis son parent. La noce est prête et ses joyeux bruits, écoute. Le marin par le bras tient le jeune homme sur la route et dit: il y avait un vaisseau. Vite, ôte ta main, drôle à barbe grise. La main tomba comme un fœtus brise. Mais sous l'œil brillant qui le paralyse, le garçon de noces écoute. Enfant au berceau, il s'assied malgré lui sur une pierre quand parle le vieil homme à la claire paupière. Le vaisseau de cris est couvert, le port est ouvert, nous quittons gaiement la colline, l'église qui s'illumine et la tour du fanal de mousse vert. Et le soleil parut à notre gauche, s'éleva de la mer, brilla, à droite silla, dans la mer comme le bras d'un qui fauche. Et chaque jour plus haut dans le ciel il bondit, jusqu'à ce qu'il plana sur les mâts à midi. Le garçon de noces se frappa la poitrine, car on entend les profonds sons des bassons. La mariée entre en la salle, purpurine, comme une rose, hochant la tête à la musique de la fête. Les musiciens devant vont marchant, devant l'épouse purpurine. Le garçon de noces se frappe la poitrine, mais il ne peut s'empêcher d'écouter ce que le marin à l'œil brillant va conter. Et bientôt s'éleva la tempête des grêles. Vers le sud, elle nous pourchassa de ses ailes.
Sous elle, le navire, avec ses mâts courbés, ses beauprés par la vague surplombés, était comme un qui fuit des cris, des coups sans nombre, et dans sa fuite foule l'ombre de celui qui court après lui. Et c'est ainsi qu'au sud, nous avons fui, quand subitement le froid nous enlace, et les blancs frimas, des blocs de glace, hauts comme les mâts, leur foule rôde, vert émeraude. Déchiquetés en ailes d'oreillard, voici venir les groupes hagards, des brouillards. De chaque masse, l'éclat grimace, nulle figure d'homme ou d'animaux, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, la glace marmonne des mots de malveillance, tels les bruits qu'on entend dans une défaillance. Enfin, un albatros, à travers les brouillards, passa vers les regards de nos pauvres âmes. Nous le saluâmes comme une âme chrétienne au nom de Dieu. Au lieu d'adieu, nous lui donnâmes des mets comme il n'en eut jamais. Autour de nous rôda son vol lunaire. La glace se fendit dans un bruit de tonnerre. Avalanche de rocs, timonier, guide-nous par à travers les blocs. Parmi la glace qui chavire, un bon vent de sud pousse le navire. Et l'albatros, suivant le vent, soit pour manger, soit pour jouer dans notre empire, obéit à l'appel clair du marin rêvant. Durant 9 soirées, par les nuits moirées, au milieu des nuages surplombants, il se percha sur les mâts ou sur les haubans, comme sur une branche. Toutes ces nuits, un clair de lune étincelant à travers la vapeur très blanche luisait par le troublant panorama des blancs. Vieux marin, que Dieu te sauve du démon fauve qui te tourmente de ses crocs. Tu regardes comme un squelette. C'est qu'avec mon arbalète, je tuais l'albatros. Et voilà, c'est comme ça que ça commence mal. Et que ça continue. Et donc, après, effectivement, après, tout est possible, c'est-à-dire c'est l'ouverture à toutes les, à la folie, à la tristesse, forcément. Alors, pour revenir dans la suite du thème, voilà ce qui se passe à un moment donné. Et parce que c'est un thème qui n'en finit pas de se réinterpréter. Donc, je vais vous lire un des chants qui a écrit là-dessus une réinterprétation de la trajectoire d'Orphée, qui est celle de Jean-Pierre Siméon, ici présent. Et dans le chant 4e, le bonheur terrible. Elle, fille du feuillage, on la voyait passer légère, comme entre les branches passe la jeune lumière de l'aube. Elle courait la nuit des forêts. Oh, si nue, tantôt vêtue d'une ombre, tantôt de la clarté frêle des clairières. Et son rire montait comme une aile d'oiseau. Elle, la secrète rieuse, hardie, sauvage. Et qu'on voyait soudain dormeuse sur la mousse, comme une rivière endormie, Eurydice. Ici, vive et souple comme un essaim d'abeilles, la rêveuse comme la brise dans l'herbe, Eurydice, cette Eurydice qu'Orphée aima, qu'en revenant de la folle traversée, épuisé et là de ses propres prodiges, là du chant et de l'enchantement, quand il croisa le regard de la nymphe et qu'il vit dans ses yeux le secret, cela qui n'a pas de nom chez les hommes, cet abîme de ciel entre hier et demain, où jeter éperdu est son corps et son âme. Ainsi Orphée aima Eurydice, comme on boit à la source. Il l'aima d'un amour plus nécessaire qu'aux poumons l'air qu'il respire. Et Eurydice aima Orphée aussi.
la fatigue de son corps qui était comme la fatigue d'un arbre après l'orage. Elle aima sa bouche devenue silencieuse. Elle aima surtout la nuit dans ses yeux. Tant de femmes avaient aimé Orphée, tant avaient dansé dans le chant d'Orphée, rêvé d'être une autre corde à sa lyre. Et non, elle se moquait du chant du poète. Elle savait le chant de la terre, le chant de l'arbre et du ciel. Il était sa propre chair. Elle aima Orphée pour la nuit dans ses yeux. Elle aima dans ses yeux le chant profond, cela qui n'a pas de nom chez les hommes et que seuls savent les yeux qui aiment. Je les ai vus tous deux. Oh oui, je les ai vus quand l'un regardait l'autre. On aurait dit un enfant devant la mer. Et j'ai eu peur, mon ami. Le bonheur est terrible. Il n'y a qu'un chemin. Il est au bord du vide. J'étais là, le jour des épousailles. Jour magnifique comme un rêve des dieux. Et j'ai vu Eurydice blanche allongée dans sa mort. Je me souviens, hélas, je me souviens de tout. C'était dans la vallée, sous les monts de Pinde. Soudain, tout s'est figé dans un silence immobile. Les eaux du Péné, même à l'instant, se figèrent, à l'instant même, l'instant où Eurydice mourut. Elle était allée dans la première aurore, saluer la joie du jour, courant les collines, embrassant le ciel, baisant les sources. Et voici qu'Aristée, le berger des abeilles, la surprenant assise sur un rocher, voulut pour lui ce corps de fille neuve. Eurydice courut, et courut, elle courut, Orphée, Orphée! Dans l'herbe haute, là dormait un serpent dans l'herbe haute qui la mordit dans la chair du talon et j'ai vu Eurydice dans les bras d'Orphée, plus morte que la lumière dans la nuit, et j'ai vu dans les yeux d'Orphée ce qui restera après la fin des mondes, le froid atroce d'un soleil éteint. Alors voilà, là on plonge tout de suite dans la séparation, quoi. De toute façon, ce mythe, il est beau et retentit en nous à cause de cette séparation de quelque chose d'impossible. C'est toujours ça qui est émouvant, quoi, qui donne un peu de spiritualité, qui donne à réfléchir. Et bien, pour moi, il y a plein d'éléments, parce qu'il y a le serpent qui arrive, forcément. Alors après ça, qu'est-ce qui peut arriver à devenir comme poème? Pour moi, il y a plusieurs possibilités. Soit je fais parler Eurydice, parce qu'on la fait peu parler, mais elle parle souvent en allemand, et je maîtrise mal cette langue. Bah, pour moi, il y a Hölderlin qui l'a fait parler à travers Diotima. C'est cette même figure. Mais il y en a un pour moi que je connais mieux et qui fait parler Orphée au désespoir. C'est Guillaume Apollinaire, qui est dans ce déchirement amoureux, quoi. Dans la chanson du Mal-Aimé, que je peux vous dire quelques brides comme ça. Un soir de demi-brume, à Londres, un voyou qui ressemblait à mon amour vint à ma rencontre, et le regard qu'il me jeta me fit baisser les yeux de honte. Je suivis ce mauvais garçon qui sifflotait main dans les poches. Nous semblions entre les maisons, ondes ouvertes de la mer Rouge. Lui, les Hébreux, moi, Pharaon. Que tombent ces vagues de briques si tu ne fus pas bien aimé? Je suis le souverain d'Égypte, sa sœur épouse, son armée, si tu n'es pas l'amour unique. Au tournant d'une rue, brûlant de tous les feux de ses façades, plaie du brouillard sanguinolent où se lamentaient les façades, une femme lui ressemblant, c'était son regard d'inhumaine, la cicatrice à son cou nu, sortie saoule d'une taverne, au moment où je reconnus la fausseté de l'amour même. J'ai hiverné dans mon passé, revienne le soleil de Pâques, pour chauffer un cœur plus glacé que les 40 de Sébaste, moins que ma vie martyrisée.
mon beau navire, oh ma mémoire. Avons-nous assez navigué dans une onde mauvaise à boire? Avons-nous assez divagué de la belle aube au triste soir? Adieu, faux amours confondus avec la femme qui s'éloigne, avec celle que j'ai perdue l'année dernière en Allemagne et que je ne reverrai plus. Voie lactée, ô sœur lumineuse, des blancs ruisseaux de Canaan, et des corps blancs des amoureuses, nageurs morts, suivrons-nous d'Aaron ton cours vers d'autres nébuleuses? Regret des yeux de la putain, et belle comme une panthère, amour vos baisers florentins, avec une saveur amère qui a rebuté nos destins. Ces regards laissaient une traîne d'étoiles dans les soirs tremblants, dans ses yeux nageaient les sirènes, et nos baisers mordus, sanglants, faisaient pleurer nos fées marraines. Mais en vérité, je l'attends, avec mon cœur, avec mon âme, et sur le pont des reviens-t'en, si jamais revient cette femme, je lui dirai, je suis content. Mon cœur et ma tête se vident, tout le ciel s'écoule par eux. Oh, mes tonneaux des Danaïdes, comment faire pour être heureux, comme un petit enfant candide? Je ne veux jamais l'oublier, ma colombe, ma blanche rade. Oh, Marguerite exfoliée, mon île au loin, ma désirade, ma rose, mon giroflier. Voie lactée, ô sœur lumineuse, des blancs ruisseaux de Canaan, et des corps blancs des amoureuses, nageurs morts, suivons-nous d'Aaron ton cours vers d'autres nébuleuses. Juin, ton soleil ardente lyre brûle mes doigts endoloris. Triste et mélodieux délire j'erre à travers mon beau Paris sans avoir le cœur d'y mourir. Les dimanches s'y éternisent et les orgues de barbarie y sanglotent dans les cours grises. Les fleurs au balcon de Paris penchent comme la tour de Pise. Soir de Paris, ivre du gin, flambant de l'électricité, les tramways, feux verts sur l'échine, musique au long des portées de rails, leur folie de machine, les cafés gonflés de fumée, crient tout l'amour de leurs tziganes, de tous leurs siphons enrhumés, de leurs garçons vêtus d'un pagne, vers toi, toi que j'ai tant aimé, moi qui sais des laits pour les reines, les complaintes de mes années, des hymnes d'esclaves aux murennes, la romance du mal-aimé et des chansons pour les sirènes. Voilà, ça fait. Voilà, bien sûr qu'on entend Orphée, forcément, là-dedans. D'ailleurs, il parle de lire. On ne sert plus beaucoup de lire en ce moment maintenant, mais c'est quand même l'attribut du poète. Alors voilà, alors il y a donc maintenant pour faire parler Eurydice, quand même, attendez, que je trie un peu mon matos. Il y a un très beau poème, naturellement, de Hölderlin, qui est une traduction, donc c'est pas quelque chose qui est bon, mais il m'intéresse, je l'aime beaucoup, et parce que il est étrange, et puis ça nous amène à la folie, forcément, puisque la perte, ça amène à la déraison, et à un moment donné, le domaine de la folie est passionnant et extrêmement poétique aussi. Et donc il dit ça, Diotima de l'au-delà, si du lointain, puisque nous sommes séparés, je te suis reconnaissable encore. Le passé, ô toi qui as eu part à mes souffrances, peut te manifester certains bienfaits. Dis alors, comment t'attend l'ami
dans ces jardins, puisqu'après un horrible et sombre temps, nous nous sommes trouvés près des fleuves du monde saint de l'origine. Ceci, je dois le dire, il y avait du bien dans ton regard lorsque, dans le lointain, tu t'es une fois retourné tout joyeux, homme toujours fermé, homme au très sombre aspect. Ainsi s'écoulèrent les heures. Si tranquille était mon âme sur le vrai, que moi, aussi séparé que je le fusse, oui, je le reconnaissais, j'étais tienne. C'est bien vrai. Et toute chose connue de moi, comme tu veux la ramener à ma mémoire, l'écrire avec des lettres, de même il arrive que je puisse dire aussi tout le passé. Est-ce au printemps ou en été? Le rossignol, avec un tendre chant, vivait chez les oiseaux qui se trouvaient non loin dans le bosquet, et les arbres, par des odeurs, nous entouraient. Les allées claires, les bas buissons, les sables sur lesquels nous marchions faisaient les fleurs plus gaies et plus aimables, l'hyacinthe ou la tulipe, la viole, l'œillet. Sur les murs et murailles, vert était le lierre, le bienheureux obscur des allées hautes. Souvent, les soirs, les matins, là nous nous trouvions, parlant d'une chose et joyeux de nous voir. Dans mes bras, l'adolescent reprenait vie, abandonné encore, venu de la campagne, qu'il me désignait avec mélancolie, mais les noms aussi des endroits les plus rares et toute beauté, il les avait gardés. Tout ce qui au bienheureux rivage, pour moi précieux aussi, fleurit dans la patrie, ou bien très caché, et d'un haut promontoire où chacun peut apercevoir la mer. Mais aucun ne veut être. Aime et surtout pense à celle qui toujours se réjouit encore, car le jour enchanteur sur nous deux rayonna, qui par des confidences, des pressions de main commença et qui nous unit. Mais, oh malheur, c'était de bien beaux jours. Ensuite, un triste crépuscule se produisit. Que tu sois si solitaire en ce beau monde, toujours, tu me l'assures, bien-aimé, cela, tu ne sais pourtant pas. Et le poème s'interrompt là, parce qu'il n'y a plus de mots, quoi. Et donc, et voilà, donc c'est le départ dans la folie, quoi. C'est-à-dire, oui, à propos de ça, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je vous lise, parce qu'il y a un autre poète, excusez-moi, je suis vraiment en vrac, il y a un autre poète que j'ai abordé il y a longtemps, et qui me parle, qui résonne vraiment très très fort avec la séparation, avec Orphée. C'est un poète allemand encore, qui s'appelle Georg Trakl, et qui a vraiment une histoire très très étrange, particulière, d'un amour passionné pour sa sœur. C'est-à-dire comme chez Mallarmé pour moi, ou comme donc avec Hölderlin, et comme dans la poésie, dans le mythe d'Orphée, il y a quelque chose avec l'âme féminine qui retentit toujours très fort, soit que l'âme féminine soit extérieure, soit que ça soit une passion terrestre, charnelle, soit que ça soit quelque chose de son double, du double féminin du poète qui a à voir avec la muse, avec l'âme, avec une spiritualité absolument au féminin dont un autre poète, par contre français, que vous connaissez naturellement, il en témoigne, et pour moi aussi, il retentit très très fort par rapport à ça. Je vais vous le retrouver, excusez-moi. C'est un peu le... Ouais, c'est comme ça, mais écoutez, je fais comme si j'étais chez moi, hein, parce que... allez,
Alors, parce que vous allez voir comment ce que ça arrive sur ce poème-là. L'automne, déjà. Mais pourquoi regretter un éternel soleil si nous sommes engagés à la découverte de la clarté divine, loin des gens qui meurent sur les saisons? L'automne. Notre barque, élevée dans les brumes immobiles, tourne vers le port de la misère, la cité énorme au ciel taché de feu et de boue. Ah, les haillons pourris, le pain trempé de pluie, l'ivresse, les 1000 amours qui m'ont crucifié. Elle ne finira donc point, cette goule, reine de millions d'âmes et de corps morts, et qui seront jugés. Je me revois la peau rongée par la boue et la peste, des vers pleins les cheveux et les aisselles, et encore de plus gros vers dans le cœur. Étendu parmi les inconnus sans âge, sans sentiment, j'aurais pu y mourir. L'affreuse évocation. J'exècre la misère, et je redoute l'hiver parce que c'est la saison du confort. Quelquefois, je vois au ciel des plages sans fin, couvertes de blanches nations en joie. Un grand vaisseau d'or au-dessus de moi agite des pavillons multicolores sous les brises du matin. J'ai créé toutes les fêtes, tous les triomphes, tous les drames. J'ai essayé d'inventer de nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs, de nouvelles langues. J'ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels. Eh bien, je dois enterrer mon imagination et mes souvenirs. Une belle gloire d'artiste et de conteur emporté. Moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre, paysan. Suis-je trompé? La charité serait-elle sœur de la mort pour moi? Enfin, je demanderai pardon pour m'être nourri de mensonges. Et allons, mais pas une main amie. Et où puiser secours? Oui, l'heure nouvelle est au moins très sévère, car je puis dire que la victoire m'est acquise. Les grincements de dents, les sifflements de feu, les soupirs empestés, tous les souvenirs immondes s'effacent. Mes derniers regrets d'étalent des jalousies pour les mendiants, les brigands, les amis de la mort, les arriérés de toutes sortes. Damnés! Si je me vengeais, il faut être absolument moderne. Point de cantique. Tenir le pas gagné, dure nuit, le sang séché fume sur ma face, et je n'ai rien derrière moi que cet horrible arbrisseau. Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes, mais la vision de la justice est le plaisir de Dieu seul. Cependant, c'est la veille. Recevons tous les influx de vigueur et de tendresse réelle, et à l'aurore, armés d'une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes. Que parlais-je demain, ami? Un bel avantage, c'est que je puis rire des vieilles amours mensongères et frapper de honte ces couples menteurs. J'ai vu l'enfer des femmes, là-bas. Et il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps. C'est pour cette dernière image, surtout, que je voulais faire entendre ça, parce que pour moi, c'est là que ça retentit. Alors, deux aspects, et je vais vous passer tout de suite à... Ah, c'était Arthur Rimbaud, il me semble. Excusez-moi. N'hésitez pas à me demander, parce que... Alors, et aussi parce que ce fameux Georg Trakl, il est très proche de Rimbaud, quoi. Il est comparé souvent à Rimbaud, et il a une imagerie qui est épatante, hein, moi qui me parle beaucoup, surtout que la traduction n'est pas trop sale. Et donc, il y a deux poèmes qui sont en parallèle pour moi.
que quoi, il y a ça qui résonne terrible, quoi, qui pour moi qui est voilà, que je vous livre, hein, qui n'est pas celui que je voulais, mais c'est pas grave. Miroir rose, une image affreuse qui dans le dos noir apparaît, pleure du sang dans des yeux brisés, blasphémant, joue avec des serpents morts. De la neige ruisselle à travers la chemise roide, de pourpre sur le visage noir qui éclate en lourds morceaux de planètes mortes et étrangères. Araignée dans le dos noir apparaît, volupté, ton visage mort et étranger, du sang ruisselle à travers la chemise roide, de la neige dans les yeux brisés pleure. Vous voyez, quoi, il est terrible, quoi. Il est d'autant plus terrible que c'est un poète qui a donné l'impression d'être très, très mal toute sa vie. Et avec une sorte de... comme s'il portait le péché du monde entier. Et en fait, le seul moment où brusquement il a trouvé sa voie, quoi, en plus il était poète, il était pharmacien, il était dans les premiers combats de la guerre de 14, et brusquement, c'est comme si, à la déclaration de guerre, c'est comme si brusquement son destin et le destin de l'humanité se mettaient en phase. C'est pas qu'il était plus heureux, c'est brusquement ça devenait cohérent. Sa vie, son tourment, cette menace perpétuelle, brusquement elle s'incarnait dans la boucherie de la Première Guerre mondiale. Alors effectivement, il dit ça aussi. Les images vives peintes par la vie, je ne les vois qu'assombries par des crépuscules, comme des ombres distordues, tristes et froides, qui, à peine nées, sont soumises à la mort. Et comme le masque est tombé de chaque chose, je ne vois que peur, désespoir, honte et peste. La tragédie sans héros de l'humanité, une mauvaise pièce jouée sur des tombes, des cadavres. Cette vision lamentable me dégoûte, mais une puissance ordonne que je demeure, comédien qui doit dire son rôle, contraint, plein de désespoir, ennui. Vous voyez, c'est encore un comique. Hein. Et encore ça de lui que je trouve formidable et charmant. Il dit « Nés de l'ombre d'un souffle, nous cheminons dans l'abandon et sommes perdus dans le temps éternel, tels des victimes ignorant à quoi elles sont vouées. Tels des mendiants, nous n'avons rien en propre, nous les fous devant la porte close. Comme des aveugles, nous tendons l'oreille au silence, où notre murmure s'est perdu. Nous sommes les voyageurs sans but, les nuages que le vent disperse, les fleurs tremblant dans le froid de la mort, qui attendent d'être fauchées. » Voilà pour mon cher Trakl. Alors, après, forcément, il faut essayer, pardon ? Georg Trakl, c'est assez simple, ça s'écrit T-R-A-K-L. Alors, après, oui, c'est-à-dire on n'est pas encore sorti de l'enfer, quoi. Effectivement, il y a ce passage par les enfers aussi, qu'on peut considérer comme on veut, quoi, pour moi, qui est assez vaste comme évocation, comme possibilité. Mais pour moi, il y a notamment un poète, je vais vous lire un truc très étrange, certes, mais vraiment un matériau très étrange que j'ai reçu récemment d'un poète, un jeune poète qui écrit sous le nom de Alcide Marat et qui a décidé justement de sortir de la vie de son propre chef
pour retrouver son Eurydice, ou je ne sais quoi, mais bon, qui est... et donc, on m'a envoyé un truc étonnant, parce que pour moi, ça parle de ça aussi. Ça parle de la folie, ça parle d'une quête absurde, de quelque chose, d'une nostalgie improbable. Et il écrit dans une manière de serpent. Il écrit ça comme une fugue. Mais juste avant cela, je voudrais vous lire un autre texte pour moi qui a à voir avec ça, qui a à voir avec Orphée et Eurydice, qui est encore en anglais, excusez-moi. Mais les Anglais, ils ont écrit des trucs épatants, mais je ne sais pas les dire dans le texte. Et donc ça donne ça, parce que ça parle effectivement du geste fatidique. C'est le serpent ou c'est le meurtrier. Là, c'est le cas du meurtrier, mais qui perd celle qu'il aime. Il n'avait plus sa tunique écarlate, car le sang et le vin sont rouges. Et sur ses mains, il y avait du sang et du vin quand on le trouva avec la morte. La pauvre femme morte qu'il aimait et qu'il avait tuée dans son lit. Il allait parmi les prévenus en un costume d'un gris râpé. Sur sa tête, une casquette de criquet. Son pas semblait léger et gai. Mais jamais je ne vis un homme regarder si intensément le jour. Jamais je ne vis un homme regarder avec un œil aussi intense cette petite tente de bleu que les prisonniers appellent le ciel, et chaque nuage qui voguait et passait avec une voilure d'argent. J'allais avec d'autres âmes en peine dans un autre préau, et je me demandais si cet homme avait commis beaucoup ou peu. Quand une voix derrière moi murmura tout bas, « Celui-là sera pendu. » Ah, Christ! Les murs même de la prison soudainement semblèrent chanceler, et le ciel au-dessus de ma tête devint comme un casque d'acier cuisant. Et bien qu'aussi je fusse une âme en peine, ma peine, je ne pouvais la sentir. Je sus seulement quelle pensée pourchassait, hâtait son pas, et pourquoi il regardait la fastidieuse clarté du jour d'un œil aussi intense. L'homme avait tué ce qu'il aimait, et pour cela, il devait mourir. Pourtant, chaque homme tue ce qu'il aime, et que chacun le sache. Les uns le font avec un regard de haine, d'autres avec des paroles caressantes. Le lâche avec un baiser, l'homme brave avec une épée. Les uns tuent leur amour quand ils sont jeunes, les autres quand ils sont vieux. Certains l'étranglent avec les mains du désir, d'autres avec les mains de l'or. Les meilleurs se servent d'un couteau, car sitôt les morts se refroidissent. On aime trop peu, ou on aime trop longtemps. On vend l'amour ou on l'achète. Quelquefois on commet son forfait avec maintes larmes, et quelquefois sans un soupir. Car chacun de nous tue ce qu'il aime, pourtant chacun n'a pas à en mourir. J'ai un peu plus loin, excusez-moi. Enfin, l'homme mort ne promena plus avec les prévenus, et je sus qu'il se tenait debout dans l'horrible boîte noire où comparaissent les accusés, et que jamais plus dans ce monde suave du Seigneur je ne verrai sa face. Comme deux vaisseaux en péril qui passent dans la tourmente, nous nous sommes croisés en route. Mais nous n'avons fait aucun signe, nous n'avons dit le moindre mot. Nous n'avions aucun mot à nous dire, car nous ne nous sommes pas rencontrés dans la nuit sainte, mais dans le jour honteux. Un mur de prison nous entourait tous deux, deux déshérités nous étions. Le monde nous avait rejetés de son cœur, et Dieu hors de sa sollicitude. Et l'embûche de fer qui attend le péché nous avait attrapés dans son piège. Donc c'est... Hein? Il faut que je termine? Non, c'est de qui? C'est de qui? C'est de Oscar Wilde. Bon, j'ai essayé de sortir de cette trajectoire
de la folie, petit à petit, vous inquiétez pas, on va y arriver. Et alors, je voudrais juste vous faire entendre quelques pages de ce truc insensé, donc de Alcide Marat. Soit Fulbert, entité. Le monde est un livre qui s'écrit tout seul, au présent. Un roman qui commence à la maison de santé de Bellevue à Meudon, dans notre chambre particulière, non loin de chez Céline, des nouilles, de l'eau. Le roman, c'est le boulot c'est le roman, lequel Fulbert parle suicide avec la voix de Norbert. Entité. Car nous avons aboli Hortense par erreur, sauf erreur. Un dimanche 30 février dans le parc du château de Chantilly, lequel 30 février tombe presque toujours un dimanche à Chantilly, sans le faire exprès, comme par jeu, comme par système, comme par omission, lequel Norbert par le suicide avec la voix de Lambert, entité, comprenez-vous? Nous traduisons mot à mot du français, en langue française, pour ainsi dire, comprenez-vous, lequel Lambert parle le suicide avec la voix de Gilbert, entité, car le roman c'est le cheval de Troie. Comprenez-vous? Car le roman, c'est la guerre en dentelle. Nous traduisons mot à mot du français en langue française, en français, pour ainsi dire. Comprenez-vous? Lequel Gilbert parle le suicide avec la voix d'Herbert, entité, car nous avons aboli Hortense par erreur et à dessein dans le labyrinthe du parc. Lequel Herbert parle le suicide avec la voix d'Albert, entité, car nous sommes le dimanche 30 février, année bissextile. Le 30 février tombe régulièrement un dimanche à Chantilly, dimanche dominical ou dimanche de la semaine, c'est selon. Nous traduisons mot à mot du français en français, simultanément à la main, tantôt à l'encre noire, tantôt à l'encre noire, lequel Albert par le suicide avec la voix d'Hubert, entité, car l'univers est une sonorité, et le monde un roman transparent signé Pierre Louillot, quelquefois, oui, un roman translucide que Pierre Louillot rédige en ce moment même à la main, sans rature, tantôt à l'encre noire, tantôt à l'encre noire, à même la page blanche et vierge, un dimanche 30 février, le dimanche 30 février que nous sommes quelquefois, oui, lequel Hubert parle le suicide avec la voix de Robert, entité, car essayant un tout nouveau tour de passe-passe, nous avons effacé Hortense dans le labyrinthe, et il ne nous est pas permis de la récupérer. Nous traduisons mot à mot, simultanément, à la main, à l'oreille, à même la page blanche et vierge, tantôt à l'encre noire, tantôt à l'encre noire, à la poursuite d'Hortense, lequel Robert parle le suicide avec la voix de Philibert, le pire de tous, entité, car le 30 février tombe un dimanche, comme par système, sans toutefois le faire exprès, dimanche dominical ou dimanche de la semaine, surtout à Chantilly d'ailleurs, comprenez-vous? Nous traduisons mot à mot du français, en langue française pour ainsi dire, comme par jeu, comme par omission, simultanément, à même la page blanche et vierge, comprenez-vous? Dans notre chambre particulière de la maison de santé de Bellevue à Meudon, non loin de chez Céline, le roman c'est le boulot, des nouilles, de l'eau, tantôt à l'encre noire, tantôt à l'encre noire, car nous avons dissipé Hortense au cœur du labyrinthe, sans le faire exprès, un dimanche 30 février, par temps sec et pluvieux, le dimanche 30 février que nous sommes, etc. Je n'ai pas voulu en entier, mais c'est... Vous voyez le topo? Alors comme il faut sortir du labyrinthe, hein, dans un sens ou dans l'autre, et donc il y a une sortie qui est celle de, forcément, que je viens de voir, de la folie ou de la perte de la parole. Donc, je vais vous en montrer, donc, merde, toutes mes feuilles sont dans le désordre, attendez. Ah oui, parce que j'ai d'autres choses. Oh là. Excusez-moi. Hein. Alors, attendez, je vais vous trouver ça. J'ai Pardon.
Non, parce que j'ai amené beaucoup de choses que je n'aurai pas le temps de tout vous faire participer à entendre. Mais il y a surtout un texte que... Oh là 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 là, c'est terrible. Je vais vous le retrouver. Entre-temps, je vais quand même vous faire entendre deux paroles d'un poète auquel je tiens beaucoup. Parce que aussi, comme on peut en... Oh tiens, j'avais plusieurs, excusez-moi. Et c'est bordélique, c'est normal. Et c'est un poète hongrois qui s'appelle Attila József, qui lui-même aussi a mis fin à ses jours en se jetant sous... voilà. Et j'ai deux, j'en ai... Voilà. Il y a deux manières, en fait, c'est deux réactions par rapport à la perte. Il y a, depuis que tu es parti, tout est plus froid ici. Le sillon, le lait et le mange de la cognée. Il tombe étouffé, le bois qu'on tranche, et se fige tout blanc, sitôt transi. Le vent s'habille sur la terre sourde. Il s'agite et ses mains s'arrêtent par moments. Si les fagots échappent de son sein trépidant, la feuille fragile tombe aussi en rage. Oh, je croyais me trouver déjà dans une douce vallée, tes deux seins me protégeant du nord et du sud. L'aube éclot depuis l'anneau de mes cheveux, et sur les plantes de mes pieds, un crépuscule luit. Maigre, je suis là assis à regarder que tu brilles, monde, fleur de charbon lointain. En tes pétales bleuâtres, le ciel se consume. Le grand crépuscule finit par nous envahir. Ça, c'est le côté nostalgique. Et après, il y a... Ouais. C'est vrai? Bon, d'accord. Attends. Excusez-moi, je vous remercie. Comme j'aurais terminé quand même sur une note un peu de vous sortir de ce putain de labyrinthe tout embourbé là, un poème qui après je ne peux pas tout lire, je suis désolé, mais voilà, ça c'est bien de terminer par quelque chose qui est un peu galvanisant, qui s'appelle un poème de Henri Michaud, qui s'appelle Épervier de ta faiblesse domine. L'être qui inspire m'a dit: je suis celui qui tremble, je suis celui qui rompt, qui glisse, qui rampe, je suis celui qui rend. L'être qui transporte m'a dit: je suis celui qui cesse, celui qui ôte, celui qui lâche. Eh bien, et toi? Et toi, pareil, pourquoi te méconnais-tu? Je m'assieds en juge, je m'accroupis en vache, je pénètre en père, j'enfante en mère. Et toi, qu'attends-tu? Ton égout traverse la royale demeure. 6000 lames de mots tu as en ta bouche. Faible, dis-tu? Qui est faible, traversant les 4 mondes? Je suis l'oiseau. Tu es l'oiseau. Je suis la flèche empennée des plumes de l'oiseau. Je vole, tu voles. Je vogue, tu vogues. Nous voguons entre les mâchoires du ciel et de la terre. Je romps, je plie, je coule, je m'appuie sur les coups que l'on me porte. Je gratte, j'obstrue, j'obnubile, je fais rétrograder la marche des vivants. Et toi, qui en misère à abondance, et toi, par ta soif du moins, tu es soleil. Épervier de ta faiblesse, domine. Regarde, je fais tournoyer la femme,
Je lynche le vieillard, j'enivre la racine, je galope dans le troupeau de girafes, je suis le guerrier parachuté, je suis l'oreille quand il y a du bruit, je trompe, je traverse, je n'ai pas de nom, mon nom est de gaspiller les noms, je suis le vent dans le vent, je suis celui qui enfanta les dieux. Dans mon bassin, ils ont été créés, de mon bassin, ils ont été chassés. Je ruine, je démets, je disloque. M'écoutant, le fils arrache les testicules du père. Je dégrade, je renverse la tête dans ses tarots. Mes chiens dévorent la cartomancienne. Parce qu'en fait, c'est de la musique aussi. Donc voilà.